Je m'appelle Wendy Thomas, j'ai 29 ans, et je suis infirmière diplômée. Laissez-la partir, nous ne paierons pas l'opération, a dit mon père au médecin, alors que j'étais dans le coma, des tubes dans la gorge, le cœur battant à peine. Il l'a dit comme on annule un abonnement, sans hésitation, sans voix tremblante. Il a signé l'ordre de ne pas réanimer à 23h18 un mardi soir. Non pas parce que les médecins lui avaient dit que j'étais irrécupérable, mais parce que le service de facturation lui avait donné le chiffre. Il n'a fallu que ça, un chiffre. Et quand je me suis réveillé 3 semaines plus tard, meurtri, brisé, à peine capable de lever la tête, j'ai découvert que l'ordre de non-réanimation n'était même pas la pire chose qu'il avait faite pendant mon inconscience. Ce que j'ai fait dans les 24 heures qui ont suivi n'a pas seulement changé ma vie, cela a effondré la sienne. Et il ne l'a jamais vu venir, car il avait oublié une chose à mon sujet. Avant de continuer, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous vous sentez vraiment lié à cette histoire. Maintenant, laissez-moi vous ramener 7 mois plus tôt, au jour où ma grand-mère est décédée et où tout a commencé à se déliter. Je suis né avec un trou dans le cœur, une communication interventriculaire. C'est ce que le cardiologue a appelé cela. J'avais 4 ans quand ils m'ont ouvert la poitrine. L'opération a duré 11 heures. La facture a pris 20 ans à mes parents pour l'oublier. Ou plutôt, il a fallu 20 ans à ma mère pour l'oublier. Mon père, lui, ne l'a jamais fait. Tu sais combien tu as coûté à cette famille, Wendy? J'avais 8 ans la première fois qu'il a dit ça. J'avais demandé de nouvelles baskets. Les miennes avaient une fente le long de la semelle et mes chaussettes étaient mouillées chaque fois qu'il pleuvait. Il était assis à la table de la cuisine avec une pile de factures médicales. Il n'a pas levé les yeux. 214 000 $. C'est ce que tu as coûté. Je n'ai pas eu les baskets. Quand j'ai eu 12 ans, j'ai arrêté de demander quoi que ce soit. À 15 ans, je gardais des enfants dans 3 maisons de notre quartier pour payer mes propres fournitures scolaires. À 18 ans, j'ai contracté mon premier prêt étudiant seul, tandis que ma sœur aînée, Meredith, faisait ses bagages pour l'université d'État que mes parents finançaient intégralement. Personne n'a remis cela en question. Meredith a eu une voiture à 16 ans. J'ai pris le bus. Meredith a eu ses frais de scolarité payés. J'ai eu un plan de remboursement. Meredith a eu des dîners d'anniversaire au restaurant. J'ai eu un gâteau en boîte et une carte signée uniquement par ma mère. Et j'ai tout accepté. C'est la partie la plus difficile à expliquer. Je n'étais pas en colère. Je croyais sincèrement que je leur devais. Mon père l'avait répété tant de fois, tu as tout coûté à cette famille, que la dette me semblait aussi réelle que la cicatrice sur ma poitrine. Je la portais comme je portais mon badge d'infirmière chaque jour, sans y penser. La seule personne qui n'a jamais mentionné cette dette était ma grand-mère, Lillian. Lillian Price vivait seule dans une petite maison en briques sur Elm Street à Norristown, en Pennsylvanie. 2 chambres, une salle de bain, une balançoire de porche qui grinçait quand le vent soufflait. Elle y avait vécu pendant 41 ans, y avait élevé ma mère, y avait enterré mon grand-père, et y avait maintenu le jardin en vie chaque hiver depuis. J'ai commencé à lui rendre visite tous les samedis quand j'avais 23 ans, fraîchement sorti de l'école d'infirmière, noyé sous les dettes étudiantes. Je conduisais 40 minutes à l'aller et au retour, lui apportais des courses, vérifiais sa tension artérielle, m'asseyais sur cette balançoire de porche, et l'écoutais parler de rien et de tout. Elle n'a jamais dit « tu me dois ». Elle disait des choses comme « raconte-moi ta semaine, ma chérie, et as-tu mangé aujourd'hui ?» Et une fois, vers la fin, ses mains tremblantes, sa voix à peine un murmure, elle a dit quelque chose que je n'ai pas compris. « J'ai arrangé les choses pour toi, Wendy. Le moment venu, un homme nommé Kesley te trouvera. » J'ai souri et lui ai serré la main. Je pensais qu'elle était confuse. Elle était parfois comme ça, ou du moins c'est ce que je croyais. Elle avait 84 ans. J'ai supposé que c'était les médicaments qui parlaient. Mon père détestait que je lui rende visite. « Tu gaspilles de l'essence, disait-il. Elle ne se souvient même pas de ton nom. » C'était un mensonge. Lillian était lucide jusqu'à son dernier souffle. Elle se souvenait de tout, y compris des choses que mon père aurait souhaité qu'elle oublie. Elle est décédée un jeudi de mars. Tranquillement, dans son sommeil, dans cette maison en briques sur Elm Street, mon père a organisé les funérailles, petites, rapides. Il ne m'a pas laissé lire un éloge funèbre. Faites court,
a-t-il dit à la porte du salon funéraire. Nous ne faisons pas de spectacle. Je me suis tenu au dernier rang et j'ai dit au revoir en silence. Lilian avait dit que Kesley me trouverait. Je ne savais pas qui était Kesley. Pas encore. Il faudrait un coma, un ordre de décès signé, et 4 jours dans un lit d'hôpital avant que ce nom ne signifie quoi que ce soit. 3 mois après les funérailles de Lilian, je rentrais chez moi après une garde de nuit de 12 heures à l'hôpital. Il était 4h17 du matin. Route 202, plus légère. Je me souviens de l'heure sur mon tableau de bord parce que je calculais combien d'heures de sommeil je pourrais avoir avant mon prochain service. 6, si je sautais le petit déjeuner. 5, si je prenais une douche. Je n'ai plus jamais fait ce calcul. Le pick-up a grillé le feu rouge à 80 km/h. Il a frappé le côté conducteur de ma voiture si fort que la carrosserie s'est pliée vers l'intérieur comme du papier. Je ne me souviens pas du bruit. Je ne me souviens pas du verre. On m'a dit que j'étais consciente pendant environ 90 secondes après l'impact, assez longtemps pour que le secouriste m'entende dire mon nom, puis rien. Édème cérébral traumatique, 4 côtes cassées, hémorragie interne. L'équipe des urgences de Sainte-Catherine-S, mon propre hôpital, l'endroit où je pointais et dépointais 5 jours par semaine, m'a opéré dans l'heure. Mais l'hémorragie ne s'arrêtait pas. Ils avaient besoin d'une deuxième opération, d'un spécialiste, de plus de temps au bloc, et quelqu'un devait l'autoriser. Je n'avais ni mari, ni enfant. Le contact d'urgence sur mon dossier hospitalier était le même nom qui y figurait depuis mes 18 ans, parce que mon père l'avait exigé, Gérald Thomas, parent le plus proche. Ils l'ont appelé à 22h30 ce soir-là. Il est arrivé à 22h47. Je connais l'heure exacte parce que la réception l'a enregistré. Il n'est pas allé dans ma chambre en premier. Il n'a pas demandé à l'infirmière comment j'allais. Il n'a pas demandé si j'avais mal, si j'avais peur, ou si je m'étais réveillé une seule fois. Il est allé directement au service de facturation et il a posé une question, combien cela va-t-il coûter? J'ai appris ce qui s'est passé ensuite d'une femme nommée Patricia Walsh. Tout le monde à Sainte-Catherine-S l'appelait Pat. Elle était notre infirmière en chef, 28 ans sur le terrain, une voix comme du gravier et une mémoire qui ne ratait rien. Pat était au poste des infirmières quand mon père est sorti de la facturation et a trouvé le docteur Richard Haye, le chirurgien en charge de mon cas. Elle a entendu chaque mot. La deuxième opération, a dit mon père, quelle est l'estimation? Le docteur Haye lui a dit, $180 000 à $240 000, selon les complications. L'assurance couvrirait une partie, mais il y aurait une somme importante à débourser, d'autant plus que mon père était co-signataire de certains de mes anciens comptes médicaux. Il avait insisté là-dessus quand j'avais 18 ans. Je pensais que c'était une gentillesse. C'était une laisse. Mon père n'a pas scié. Elle n'a pas de procuration de soins, a-t-il dit. Je suis son père. C'est moi qui prends les décisions ici. Le docteur a hoché la tête avec précaution. C'est le protocole quand il n'y a pas de procuration enregistrée, le plus proche parent intervient. Et puis mon père l'a dit, laissez-la partir. Nous ne paierons pas l'opération. Pat m'a dit plus tard que le docteur Haye n'avait pas répondu immédiatement. Il avait regardé mon père longtemps. Mon père n'avait pas détourné le regard. Elle a été un fardeau financier toute sa vie, avait dit mon père. Ne réanimez pas. Il a signé le formulaire de non-réanimation. Sa main était ferme, sans hésitation. Il a posé le stylo, a demandé s'il y avait autre chose à signer, et s'est dirigé vers l'ascenseur. Il n'a pas visité ma chambre. Il n'a pas regardé à travers la vitre. Il n'a pas dit au revoir. Pat est restée derrière le comptoir de la station, serrant le bord des 2 mains. Elle m'a dit que ses jointures étaient blanches. Elle m'a dit qu'elle voulait crier. Elle n'a pas crié. Elle a fait quelque chose de mieux. Elle s'est assise et a ouvert mon dossier d'employé. Chaque infirmière à Sainte-Catherine-S remplit un dossier d'urgence lors de l'intégration. Coordonnées, assurance, allergie, et désignation d'une procuration de soins. La plupart des gens sautent cette dernière section. Je ne l'ai pas fait. 3 ans avant cette nuit-là, j'avais signé ma procuration de soins à Deborah Owens. Deborah était ma meilleure amie de l'école d'infirmière. Elle vivait à 45 minutes de là, à Cherry Hill, dans le New Jersey. Elle était clairement indiquée sur mon dossier d'employé, nom, numéro de téléphone, relation.
Pat l'a trouvé en moins de 2 minutes. Elle a appelé Déborah à 23h14. Déborah a décroché à la deuxième sonnerie. Pat lui a raconté ce qui s'était passé, l'accident, le coma, l'opération qui nécessitait une autorisation, et un père qui venait de signer un ordre de laisser sa fille mourir. Déborah n'a pas posé de questions. Elle a dit « Je pars maintenant ». Elle a conduit 90 minutes sous la pluie. Elle est entrée à Saint-Catherines à minuit 51 avec son permis de conduire, une copie du formulaire de procuration qu'elle avait conservé dans son classeur, et les mains encore tremblantes. Elle a révoqué l'ordre de non-réanimation. Elle a autorisé l'opération. Le docteur y est intervenu dans l'heure. Mon père était déjà rentré chez lui, endormi. Il n'avait aucune idée que l'ordre de non-réanimation avait été annulé. Pour autant qu'il sache, les machines s'arrêteraient, et l'hôpital l'appellerait le matin avec la nouvelle. Pat ne l'a pas appelé. Déborah non plus. Personne non plus. Au lieu de cela, Pat a fait une chose de plus avant que son service ne se termine. Elle a ouvert un rapport d'incident interne, le genre qui est déposé lorsqu'un membre du personnel est témoin d'un problème de protocole. Elle a documenté chaque mot prononcé par mon père, les horodatages, la signature de l'ordre de non-réanimation, et le fait qu'il avait faussement déclaré que je n'avais pas de procuration de soins. Elle l'a classé, a verrouillé son ordinateur, et est restée dans la salle de repos seule pendant 20 minutes. Gérald Thomas est rentré chez lui cette nuit-là, croyant que sa fille serait morte le matin. Il a dormi profondément, et le lendemain, il a fait sa deuxième erreur, celle qui lui coûterait tout ce qu'il possédait. Mon père s'est réveillé le lendemain matin, s'attendant à un appel de l'hôpital. 1 heure de décès, peut-être un formulaire à signer. Il avait déjà répété ce qu'il dirait aux gens. Je pouvais l'imaginer, la voix brisée, la main sur le cœur. Nous l'avons perdu. Les blessures étaient juste trop graves. Mais l'appel n'est pas venu. Pas parce que quelqu'un lui a dit que j'étais vivante. Il n'est simplement pas venu. Et plutôt que d'appeler l'hôpital lui-même, plutôt que de se rendre sur place pour voir sa plus jeune fille, Gérald Thomas a passé ce mercredi matin à faire toute autre chose. Il est allé voler ma maison. Voici ce que je ne savais pas à l'époque, ce que je n'apprendrai que des semaines plus tard. Ma grand-mère, Lilian, avait déjà transféré la maison de Norristown à mon nom avant de mourir. L'acte de propriété avait été géré par son avocat personnel. C'était clair, légal, enregistré auprès du comté, et mon père n'avait aucune idée de son existence. Ce qu'il savait, c'est que Lilian était parti. La maison était vide, et quelqu'un allait la réclamer, alors il s'est assuré que ce quelqu'un soit lui. Il avait un document de procuration. Ma signature y figurait, sauf que je ne l'avais jamais signé. Il avait tracé mon écriture à partir d'anciens formulaires de consentement médical, ce qu'il m'avait fait signer quand j'avais à peine 18 ans et ne savais pas mieux. Il a apporté la procuration falsifiée à un notaire qu'il connaissait, un homme nommé Karl, qui lui devait une faveur et ne posait pas de questions. Karl l'a tamponné. Gérald a déposé le transfert de propriété au bureau de l'enregistrement du comté cet après-midi-là. Le jeudi, la maison était à son nom. Le vendredi, il était entré dans une banque et avait contracté un prêt hypothécaire sur elle. 280 000 $ en espèces en une semaine. L'argent n'a pas servi à mes factures médicales. Il n'est pas allé sur un compte d'épargne. Il a servi à payer des dettes de jeu. Des dettes que personne dans notre famille, dans notre église, dans notre quartier, ne savait exister. Il ne savait pas que la maison était déjà à mon nom. Il ne savait pas comment elle y était arrivée. Et il ne savait certainement rien de l'homme que ma grand-mère avait appelé Kesley. Mais voici ce qu'il en est des signatures falsifiées, elles ne tiennent que tant que personne ne regarde attentivement. Et quelqu'un était sur le point de regarder très, très attentivement. J'ai ouvert les yeux un mardi, 3 semaines après l'accident. La lumière était blanc-bleu, le genre qui n'existe que dans les hôpitaux. Trop brillante, trop plate, sans aucune chaleur. Je connaissais cette lumière. J'avais travaillé sous elle pendant 6 ans, mais je n'avais jamais été de ce côté-là auparavant. Ma gorge était à vif. Le tube respiratoire avait été retiré, mais je pouvais encore sentir où il avait été, comme une contusion à l'intérieur de ma poitrine. Mes côtes me faisaient mal quand j'inspirais. Mon bras gauche était dans une attelle souple. Tout était lourd. Même cligner des yeux demandait un effort. Le premier visage que j'ai vu, c'était celui de Pat.
Pas celui de mon père. Pas celui de ma sœur. Pat. Elle se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, regardant mes moniteurs. Quand elle a vu mes yeux s'ouvrir, elle n'a pas halté ni couru vers moi. Elle a tiré une chaise près de mon lit et s'est assise. Elle a pris ma main. Sa prise était ferme et chaude. « Vous êtes en sécurité » a-t-elle dit. « Je dois vous dire certaines choses. »« Pas maintenant. »« Quand vous serez prête. » J'ai essayé de parler. Ma voix est sortie éraillée, à peine un murmure. « Combien de temps ?»« 3 semaines. » L'opération s'est bien passée. Vous allez vous en sortir. J'ai refermé les yeux. Pas parce que j'étais fatigué. Parce que j'essayais de me souvenir comment j'étais arrivé là. Le camion, le feu rouge, le bruit de la porte qui s'ouvrait. Mon père est entré à 14h17 cet après-midi-là. Les infirmières l'ont consigné. Je le sais parce que j'ai vérifié plus tard. Il est resté un instant dans l'embrasure de la porte. J'ai attentivement observé son visage. Il y avait quelque chose là, un éclair d'une demi-seconde avant que son expression ne se réarrange en quelque chose de plus doux, de plus étudié. J'ai lu 1000 visages en réanimation. La peur de perdre quelqu'un est différente de la peur d'être pris. Il s'est précipité à mon chevet. Il a attrapé ma main. Des larmes coulaient sur ses joues. Oh, ma chérie, nous avons eu si peur. Dieu merci. Dieu merci, tu vas bien. Je l'ai regardé, les larmes, la lèvre tremblante. Salut, papa, ai-je dit. Meredith a envoyé des fleurs ce soir-là, un bouquet générique d'un fleuriste en ligne. Elle n'est pas venue. 2 jours plus tard, je pouvais m'asseoir seul. Pat a attendu le changement d'équipe de l'après-midi, quand le couloir était calme et que la porte pouvait rester fermée sans que personne ne demande pourquoi. Elle a tiré la même chaise près de mon lit. Elle ne s'est pas assise tout de suite. Elle est restée là un instant, me regardant comme si elle essayait de décider par où commencer. Dites-le simplement, Pat. Elle s'est assise. La nuit de votre accident, votre père est venu à l'hôpital. Je sais. Il m'a dit qu'il était là tous les jours. Il n'y était pas. Il est venu une fois. Cette nuit-là, il a parlé au docteur Hay. Il a posé des questions sur le coût de votre opération. Je n'ai pas interrompu. J'ai gardé ma main immobile sur la couverture. Il a dit au docteur Hay que vous n'aviez pas de procuration de soins. Il a dit qu'il était le seul décideur, et ensuite il a signé un ordre de non-réanimation. La pièce était silencieuse. Le moniteur a bipé. J'ai compté 3 bips avant de parler. Il a signé un ordre de non-réanimation? Oui. Pour moi. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Pat m'a regardé fixement. Laissez-la partir. Nous ne paierons pas l'opération. Elle a été un fardeau financier toute sa vie. J'ai fermé les yeux, non pas parce que j'étais surprise, mais parce que j'avais enfin les mots pour quelque chose que j'avais ressenti toute ma vie. La forme d'une vérité que j'avais toujours connue, mais jamais entendue prononcer à voix haute. J'étais une ligne de dépense, un coût, un chiffre sur une facture qui ne cessait d'augmenter. J'ai ouvert les yeux. Comment suis-je en vie? J'ai trouvé votre procuration dans votre dossier d'employé, Deborah Owens. Je l'ai appelée. Elle est venue ici au milieu de la nuit et a autorisé l'opération. Est-ce que ce qu'il a fait est enregistré? Rapport d'incident déposé et horodaté, ces mots exacts. J'ai fixé le plafond pendant longtemps. Puis j'ai regardé Pat. Donnez-moi mon téléphone. Elle a fouillé dans le tiroir de ma table de chevet et me l'a tendu. Je l'ai allumé. 32 appels manqués de mon père. 11 de Meredith. J'ai ignoré tous ces appels. J'ai ouvert mes contacts et j'ai trouvé un nom que je n'avais pas appelé depuis des mois, un nom que ma grand-mère m'avait donné, Kesler. Le téléphone a sonné 2 fois. Ici Donald Kesler. La voix était calme, mesurée, le genre de voix qui a lu 10 000 documents et n'est surprise par aucun d'eux. Monsieur Kesler, je m'appelle Wendy Thomas. Je crois que ma grand-mère Mademoiselle Thomas, m'a-t-il coupé gentiment. J'essaie de vous joindre depuis 4 mois. J'ai serré le téléphone plus fort. Mes côtes ont protesté. Je m'en fichais. Il m'a expliqué.
Lillian Price était venue à son bureau 2 ans avant sa mort. Elle s'était assise en face de son bureau, les yeux vifs et l'esprit clair, et lui avait dit qu'elle voulait faire un testament, pas par l'intermédiaire de l'avocat de la famille, ni par l'intermédiaire de quiconque que son gendre pourrait connaître, mais par son intermédiaire, en privé. Notarié par son propre personnel, scellé. Le testament était simple, la maison d'Elm Street à Norristown à Wendy Marie Thomas uniquement, un compte fiduciaire contenant 85 000 $ à Wendy Marie Thomas uniquement. Aucun autre nom, aucune condition. Il a été homologué il y a 5 mois. Kessler a dit que le tribunal l'avait confirmé. Le transfert de propriété à votre nom a été déposé et enregistré. J'ai envoyé des lettres recommandées à votre adresse. Elles ont été retournées. J'ai appelé votre numéro de téléphone répertorié. Quelqu'un m'a dit que vous aviez déménagé hors de l'État et ne souhaitiez pas être contacté. Mon père. C'était la voix de mon père au bout du fil, disant à Kessler que j'étais parti. Je suis à l'hôpital, monsieur Kessler. J'ai eu un accident de voiture. J'ai été dans le coma pendant 3 semaines. Une pause. Je suis désolé d'apprendre cela, mademoiselle Thomas. La maison, ai-je dit. Est-elle toujours à mon nom? Une plus longue pause. Laissez-moi consulter les registres de propriété actuels. Je vous rappellerai dans l'heure. J'ai raccroché et j'ai posé le téléphone sur ma poitrine. Pat était toujours dans la pièce, debout près de la porte. Votre grand-mère m'a dit que vous appelleriez, avait dit Kessler avant que nous raccrochions. Elle avait dit, Wendy s'en sort toujours. Donnez-lui juste du temps. 1 heure. C'est tout ce qu'il a fallu à Donald Kessler pour découvrir ce que mon père avait fait et pour que mon plan commence. Le téléphone a sonné 53 minutes plus tard. La voix de Kessler était différente maintenant, toujours mesurée, mais il y avait un ton plus incisif. La tension contrôlée d'un homme qui vient de lire quelque chose qu'il n'attendait pas. Mademoiselle Thomas, l'acte de propriété de votre grand-mère a été transféré de votre nom il y a 3 semaines. J'ai fixé la perfusion sur mon bras, j'ai compté les gouttes. 1, 2, 3. Transféré à qui? Gérald Thomas, votre père. En utilisant une procuration. Je n'ai jamais signé de procuration, monsieur Kessler. Je sais que vous ne l'avez pas fait, car j'ai l'acte de transfert de propriété original de l'homologation. Votre nom notarié par mon cabinet. Aucune procuration n'a jamais été autorisée par vous ou enregistrée par mon cabinet. Donc, c'est un faux. C'est mon évaluation. Oui. Et il y a plus. J'ai effectué une recherche de privilège sur la propriété. Un prêt hypothécaire a été enregistré contre elle il y a 6 jours. 280 000 $. Le chiffre était dans la pièce comme une 3e personne. J'entendais Kessler respirer à l'autre bout, en attente. Il a mis la maison en garantie, ai-je dit. Il l'a fait. J'ai tendu la main vers le stylo sur ma table de chevet. Ma main ne tremblait pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que rien de tout cela n'était surprenant. Peut-être parce que j'avais passé 29 ans à apprendre exactement qui était mon père. Et c'était simplement la dernière leçon. J'ai noté chaque chiffre que Kessler m'a donné, le montant du prêt hypothécaire, la date d'enregistrement, le détenteur du privilège, le numéro de tampon du notaire. Mademoiselle Thomas, voulez-vous porter plainte? Pas encore. Je veux d'abord voir jusqu'où cela va. Il y a encore une chose, a dit Kessler. Votre grand-mère vous a laissé une lettre, scellée. Elle m'a demandé de vous la remettre en personne, à vous seul. J'ai posé le stylo. Quand pouvez-vous venir à l'hôpital? Demain matin, 9 h. Je serai là. J'ai raccroché, noté le dernier chiffre, puis je me suis tourné vers Pat, qui était resté silencieusement près de la fenêtre pendant tout ce temps. Pat, ai-je dit, à quelle heure mon père a-t-il signé l'ordre de non-réanimation? 23h18. J'ai aussi noté ça. Gérald Thomas a rendu visite à sa fille l'après-midi suivant, avec un bouquet de roses jaunes et une boîte Tupperware de pain aux bananes que Meredith avait préparé. Il a posé les deux sur la table à côté de mon lit, a embrassé mon front, et s'est assis avec le soupir d'un homme portant un fardeau énorme. Il était doué pour ça, la performance. Je l'avais observé toute ma vie, aux réunions parents-professeurs, aux repas paroissiaux, aux dîners de famille, le père fatigué, le pourvoyeur silencieux, l'homme qui sacrifiait tout et ne se plaignait jamais.
Les médecins disent que vous sortirez dans une semaine, a-t-il dit en me serrant la main. Nous nous occuperons de tout. Merci, papa. Meredith est venue cette fois. Première visite depuis l'accident. Elle se tenait au pied de mon lit, son téléphone à la main et un sourire contraint qui n'atteignait pas ses yeux. Nous étions si inquiets, a-t-elle dit. Je n'ai pas pu dormir pendant des semaines. Je l'ai regardée. Elle a regardé la fenêtre. Mon père s'est penché en avant, sa voix basse et chaude. La voix qu'il utilisait quand il voulait que vous vous sentiez réconforté. Ne vous inquiétez pas pour les factures médicales, ma chérie. Nous trouverons une solution en famille. C'est ce que font les familles. C'est ce que font les familles. L'homme qui avait signé mon ordre de décès était assis à mon chevet, me tenant la main, me parlant de la famille. En famille, ai-je répété. Je lui ai serré la main en retour. J'ai souri. Il a souri aussi, satisfait. Il pensait que le scénario fonctionnait. Ils sont restés 40 minutes. Gérald a parlé du temps, des Phillies, d'une fuite qu'il avait réparée pour un client samedi. Meredith a vérifié son téléphone 11 fois. Puis ils sont partis. J'ai regardé la porte se refermer derrière eux. Je suis resté immobile pendant 10 secondes. La pièce était silencieuse. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Kesley. Monsieur Kesley, quand pouvez-vous venir? Apportez la lettre. Donald Kesley est arrivé à 9 h le lendemain matin. Il était plus petit que je ne l'avais imaginé. Un homme discret en costume gris, des lunettes à monture argentée, une mallette en cuir qui avait vu des décennies d'utilisation. Il m'a serré la main doucement, en faisant attention à la ligne intraveineuse, et a tiré une chaise près de mon lit. Votre grand-mère parlait souvent de vous, a-t-il dit. À chaque réunion, elle vous mentionnait. Il a ouvert la mallette. À l'intérieur se trouvait une enveloppe Kraft, scellée. L'écriture de Lilian sur le devant, juste mon nom, Wendy. J'ai brisé le sceau avec précaution. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier pliée en deux. Son écriture était fine mais régulière. Elle avait écrit cela alors qu'elle pouvait encore tenir un stylo. Wendy, je sais que votre père essaiera de prendre tout ce qu'il a déjà eu au fil des ans. Ma pension, mes économies ou des choses que je ne vous ai jamais dites parce que je ne voulais pas briser la famille. C'était mon erreur. Ne faites pas la vôtre. La maison est à vous. L'argent est à vous. Monsieur Kesley a tous les papiers. Ne laissez personne prendre ce qui est à vous. Pas même votre père. Surtout votre père. Vous êtes plus forte que moi, ma chérie. Vous l'avez toujours été. Je suis désolé de ne pas l'avoir dit quand je pouvais encore vous tenir la main. J'ai pleuré pour la première fois depuis que je m'étais réveillé, depuis l'accident, depuis les maux de patte, depuis chaque révélation froide qui s'était empilée sur la précédente comme des briques. J'ai pleuré, non pas parce que j'étais faible, mais parce que ma grand-mère m'avait vu, tout entière, et elle avait planifié ce moment comme elle planifiait tout, tranquillement, soigneusement, avec un amour qui n'avait pas besoin d'applaudissements. Kesley a attendu. Il a posé un épais dossier sur la couverture à côté de moi. Quand j'ai été prête, le testament original, les registres d'homologation, l'acte de transfert à mon nom, et la recherche de privilèges montrant l'hypothèque de mon père. Vous avez tout ce dont vous avez besoin, a-t-il dit. Que voulez-vous faire? J'ai essuyé mon visage, me suis assise plus droite. Mes côtes hurlaient. Je m'en fichais. Je veux faire ça correctement. Je veux le faire publiquement, et je veux que ce soit fait avant dimanche. Kesley a levé un sourcil. Qu'est-ce que dimanche? Notre église organise sa réunion communautaire mensuelle. Mon père est diacre. Il ne la manque jamais. D'accord, je dois faire une pause ici. Si vous regardez ça et que vous vous dites, je sais exactement ce que ça fait, ou si vous vous demandez, qu'est-ce qu'elle va faire dimanche? Laissez un commentaire maintenant. Dites-moi, devrait-elle l'affronter publiquement ou gérer ça en privé? Je veux sincèrement savoir ce que vous feriez. Maintenant, revenons à l'histoire. 5 jours après que je me sois réveillé, ils m'ont renvoyé chez moi. J'étais encore endolorie, encore lente, encore pleine de contusions à des endroits que je ne pouvais pas voir. Mais je pouvais marcher, je pouvais penser, et je pouvais prendre des décisions, ce qui était tout ce qui comptait. Mon père est arrivé à 10 h du matin pour venir me chercher.
Il avait apporté une valise. Tu restes avec nous jusqu'à ce que tu te remettes, a-t-il dit. Il n'a pas demandé. Il l'a annoncé comme il annonçait tout. Pas d'argument. C'est gentil de votre part, papa. Mais c'est Déborah qui vient me chercher. Elle a une chambre d'amis. Son visage a changé. Pas de manière dramatique. Gérald Thomas ne laissait jamais le masque tomber complètement, mais les coins de sa bouche se sont serrés. Tu préférerais rester avec une étrangère plutôt qu'avec ta propre famille. Ce n'est pas une étrangère. C'est mon contact d'urgence depuis 3 ans. Quelque chose a bougé derrière ses yeux. Un calcul, mais il n'a pas abouti. Il n'a pas fait le lien avec la procuration. Pas encore. Très bien, a-t-il dit. Il a pris la valise qu'il avait apportée et est parti sans dire au revoir. Ce soir-là, Meredith a envoyé un texto, « Papa est contrarié. Tu es ingrate après tout ce qu'il a traversé. » Je l'ai lu. J'ai posé mon téléphone. Je n'ai pas répondu. Dans l'appartement de Déborah, je me suis assise à sa table de cuisine et j'ai appelé Kesley. Nous avons examiné la chronologie. Il a confirmé les dépôts, requête en annulation de l'acte frauduleux, rapport de police pour faux et usage de faux, notification au prêteur hypothécaire concernant le titre contesté. Tout est prêt, tout est en ordre. Dimanche, ai-je dit. Dimanche, a-t-il acquiescé. Ce soir-là, mon père a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais j'avais besoin de l'entendre. Au fait, a-t-il dit, son ton décontracté, presque répété. La maison de grand-mère Lilian. Je me suis occupé de l'affaire de la succession. Ne t'inquiète pas. Je t'expliquerai quand tu te sentiras mieux. Il me testait, vérifiait le périmètre, voyait si j'étais au courant. D'accord, papa, ai-je dit. Merci de t'en occuper. J'ai raccroché, posé le téléphone face contre table. Déborah me regardait depuis le pas de la porte de la cuisine. Comment fais-tu ça, a-t-elle demandé. Comment peux-tu avoir l'air si calme? L'habitude, ai-je dit. 29 ans d'habitude. Laissez-moi vous parler de l'église de mon père. L'église communautaire First Grace se trouve sur une route bordée d'arbres, dans une banlieue à l'ouest de Philadelphie. Clocher blanc, briques rouges, parking qui se remplit chaque dimanche avant 9h45. Environ 120 personnes y assistent chaque semaine, des familles, des retraités, des propriétaires de petites entreprises, des enseignants, le genre de congrégation où tout le monde connaît votre nom, celui de vos enfants, et ce que vous avez apporté au dernier repas partage. Gérald Thomas était diacre là-bas depuis 15 ans. Il accueillait à la porte. Il lisait les Écritures depuis le pupitre. Il organisait le petit déjeuner des hommes. Il serrait chaque main dans la pièce après le service, regardait les gens dans les yeux, posait des questions sur leurs enfants. Quand l'église a eu besoin d'un nouveau toit, Gérald a mené la campagne de collecte de fonds. Quand la chaudière de quelqu'un est tombée en panne en janvier, Gérald l'a réparée gratuitement et n'a pas accepté $1. Le pasteur David le mentionnait dans ses sermons, un homme de foi et de sacrifice. C'était la phrase. Je l'avais entendue tant de fois que je pouvais la sentir dans mes dents. Chaque premier dimanche du mois, l'église organisait un repas partage communautaire dans la salle de réunion. Table pliante, plat en cocotte, assiette en carton empilée à côté d'une tour de serviettes. Le microphone sur pied près de l'avant, branché à un petit haut-parleur qui ronronnait doucement. Gérald était déjà là. Il l'était toujours. Il se tenait à côté du microphone, les mains jointes devant lui, attendant que la pièce se calme. 120 personnes ont trouvé leur place. Les chaises ont raclé sur le linoléum. Des enfants ont filé entre les tables. Il a tapoté le micro. Bon après-midi à tous. Je voudrais commencer par quelque chose de personnel aujourd'hui. La pièce s'est tue. Comme beaucoup d'entre vous le savent, ma plus jeune fille, Wendy, a eu un grave accident de voiture le mois dernier. Elle a été dans le coma pendant 3 semaines. Les médecins n'étaient pas sûrs qu'elle s'en sortirait. Il a fait une pause. Il était doué pour les pauses. Mais Dieu est fidèle. Et aujourd'hui, Wendy est avec nous. Il s'est tourné et m'a fait signe. J'étais debout près du mur du fond. Toutes les têtes de la pièce se sont tournées. Applaudissements. Des applaudissements chaleureux et sincères.
Une femme au deuxième rang a pressé sa main sur son cœur. Un homme âgé a hoché la tête. En tant que père, a poursuivi Gérald, sa voix se brisant au bon moment. Il n'y a rien de plus terrifiant que de presque perdre son enfant. J'ai prié chaque nuit. Je ne l'ai jamais quitté. J'ai senti les mots atterrir dans ma poitrine. Non pas comme une blessure, comme une clé tournant dans une serrure. Je ne l'ai jamais quitté. Il a dit ça à 120 personnes qui n'avaient aucune raison de douter de lui. La famille est tout, a-t-il dit. C'est ce que j'ai toujours enseigné à mes filles. Il m'a regardé. Il a souri. Il a ouvert les bras légèrement, le geste universel d'un père attendant une étreinte. J'ai souri en retour. Je me suis dirigé vers lui. La pièce regardait avec des yeux doux et expectants. Papa, ai-je dit, assez fort pour que les 3 premiers rangs entendent. Puis-je dire quelques mots? Il n'a pas hésité. Il ne pouvait pas. Pas devant 120 personnes qui venaient de l'entendre me qualifier de son miracle. Bien sûr, ma chérie. Il m'a tendu le microphone. Son sourire était large, confiant. Il s'est écarté, les mains derrière le dos, jouant parfaitement le rôle de soutien. J'ai serré le micro dans mes doigts. Il était chaud de sa prise. Je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé la pièce. Merci à tous pour vos prières. Je suis vraiment reconnaissante d'être ici, mais je dois corriger quelque chose que mon père vient de dire. La pièce était silencieuse. Le sourire de Gérald a diminué d'1 degré. Mon père n'a pas prié à mon chevet. Il était à l'hôpital une fois, la nuit de l'accident. Il n'est pas venu prendre de mes nouvelles. Il est allé d'abord au service de facturation. Puis il a parlé à mon chirurgien. Je sentais Gérald bouger à côté de moi. Je n'ai pas tourné la tête. Il a demandé combien coûterait l'opération. Et quand ils lui ont dit, il a dit, et ce sont ses mots exacts, documentés dans un rapport d'incident hospitalier, laissez-la partir. Nous ne paierons pas l'opération. Elle a été un fardeau financier toute sa vie. Silence. Pas le genre confortable, le genre qui pèse sur les tympans. Ensuite, il a signé un ordre de non-réanimation. Quelqu'un au milieu de la pièce a halté brusquement. Une femme au premier rang a couvert sa bouche. Je suis vivante parce qu'une collègue, une infirmière de cet hôpital, a trouvé ma procuration de soins et a appelé mon ami au milieu de la nuit. Mon ami a conduit 90 minutes sous la pluie pour autoriser l'opération. Pas mon père, pas ma sœur, une amie. Gérald s'est avancé. Wendy, arrête. Tu ne sais pas ce que t'as. Je n'ai pas fini, papa. Ce n'est pas l'endroit. Tu as choisi une église pour mentir. Je choisis la même église pour la vérité. Tu es confuse. Les médicaments, j'ai les dossiers de l'hôpital ici. La pièce n'a pas bougé. Personne n'a tendu la main vers son verre d'eau. Personne n'a vérifié son téléphone. 120 personnes retenaient leur souffle. Gérald a arrêté de parler. La porte latérale de la salle de réunion s'est ouverte. Donald Kesley est entré, costume gris, mallette en cuir, sans hâte. Il n'a pas cherché une place dans la pièce. Il a marché directement vers l'avant, a posé sa mallette sur la table pliante la plus proche, et s'est tenu à côté de moi avec l'autorité discrète d'un homme qui avait fait ça 1000 fois. Mon père l'a vu et, pour la première fois de ma vie, la première fois que je me souvienne, j'ai vu Gérald Thomas avoir l'air vraiment effrayé. Pas en colère, pas offensé, effrayé. Voici monsieur Donald Kesley, ai-je dit dans le microphone. Il était l'avocat de ma grand-mère, Lilian. Un murmure a parcouru la pièce. Le nom de Lilian signifiait toujours quelque chose ici. Elle avait fréquenté cette église pendant 30 ans. Ma grand-mère m'a laissé sa maison et ses économies dans un testament notarié, homologué par le tribunal il y a 5 mois. J'ai fait une pause pour laisser cela s'installer. Mon père n'en savait rien parce que ma grand-mère ne lui faisait pas confiance. Gérald a ouvert la bouche, l'a refermée. Pendant que j'étais dans le coma, ai-je poursuivi, mon père a falsifié ma signature sur une procuration. Il a transféré la maison à son nom, et il a contracté un prêt hypothécaire de $280 000 sur elle. J'ai entendu un halètement. Puis un plat a heurté le sol quelque part près des tables du fond. La main de quelqu'un s'était relâchée. Une fourchette a claqué sur le linoléum. La voix de Gérald est devenue plus forte maintenant,
tendu. C'est un mensonge. Eleanor a laissé cette maison à la famille, pas seulement à toi. Kesley a ouvert sa mallette. Il a levé un seul document, le testament original, et l'a tenu de manière à ce que les personnes des premiers rangs puissent voir le sceau du notaire. J'ai le testament original ici, Monsieur Thomas. Sa voix était égale, presque douce. Uniquement à Wendy Marie Thomas. Votre nom n'apparaît nulle part dans ce document. Gérald a regardé Meredith. Meredith fixait le sol. J'ai baissé le microphone un instant et j'ai parlé directement à mon père. Ni en chuchotant, ni en criant, juste en parlant. Je ne suis pas là pour vous humilier, papa. Je suis là parce que vous avez essayé de me laisser mourir. Et quand ça n'a pas marché, vous m'avez volé. Je sais que c'est beaucoup. Si cette histoire vous touche particulièrement, vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes ont commenté des histoires comme celle-ci. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne pas manquer la fin de l'histoire et dites-moi, dans les commentaires, ce que vous auriez dit à Gérald, là, devant tout le monde. D'accord, continuons. Gérald s'est tourné vers la pièce. Sa mâchoire était serrée, ses yeux scannaient, cherchant un allié, un visage amical, n'importe qui pourrait encore être de son côté. Elle prend des médicaments lourds, a-t-il dit. Sa voix était tendue mais contrôlée. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. C'est une affaire de famille privée. Personne n'a répondu. La pièce était un mur de bras croisés et d'yeux fixes. Puis une voix du fond, un homme que je ne reconnaissais pas. Alors pourquoi y a-t-il un avocat ici, Gérald? Gérald n'a pas répondu. Ses yeux se sont portés sur le pasteur David, qui se tenait près de la table basse, les mains dans les poches. Gérald, a dit le pasteur doucement. Je pense que nous devrions tous écouter. Gérald a changé d'attitude. Il a changé de tactique, comme il le faisait toujours quand l'autorité échouait. Il s'est adouci, a baissé les épaules, a laissé sa voix se briser. J'ai tout sacrifié pour cette famille. Les factures médicales de Wendy nous ont presque ruinés quand elle était enfant. J'ai fait ce que je pensais être le mieux. Je n'ai pas levé le microphone. J'ai simplement parlé de là où j'étais, clairement, comme on parle à un patient qui évite la vérité. Vous avez fait ce qui était le moins cher, papa. Il y a une différence. Vous n'avez aucune idée de la pression que j'ai subie. Les dettes, l'île s'est arrêté. Il a réalisé ce qu'il avait failli dire. Sa bouche s'est refermée comme une porte. Meredith s'est levée de sa chaise. Son visage était blanc. Papa, arrête de parler. Gérald a attrapé son bras. Dis-leur, Meredith. Dis-leur que j'essayais de protéger la famille. Meredith s'est dégagée. Elle m'a regardé. Puis le sol, puis la sortie. Je ne peux pas faire ça, a-t-elle dit. Elle a marché vers la porte. Et en me dépassant, assez près pour que moi seul puisse l'entendre, elle a murmuré 6 mots que je porterai le reste de ma vie, j'aurais dû appeler Déborah moi-même. Puis elle est partie. J'ai regardé la porte se refermer derrière ma sœur. La pièce me regardait toujours. Je me suis tourné vers la congrégation. Je ne vous raconte pas ça pour détruire mon père. Je vous raconte ça parce que pendant 15 ans, il s'est tenu à ce micro et vous a dit qui il était. Je pense que vous méritez de connaître la vérité. Puis je me suis tourné vers Gérald. Il se tenait maintenant le dos presque contre le mur. Ses mains étaient le long de son corps. Le diacre confiant qui avait ouvert cette réunion avait disparu. À sa place se trouvait un homme qui semblait plus petit que je ne l'avais jamais vu. Papa, voici ce qui va se passer. Ma voix était ferme. Je n'avais pas besoin du microphone pour cette partie. La pièce était assez silencieuse pour qu'on entende tourner une page. Monsieur Kesley a déposé hier une requête auprès du tribunal du comté pour annuler le transfert d'actes de propriété, car il est basé sur une procuration falsifiée que je n'ai jamais signée. La mâchoire de Gérald s'est serrée. La banque qui a émis le prêt hypothécaire a été informée que le titre est contesté. Le prêt est gelé. Sa main gauche a commencé à trembler. J'ai déposé un rapport de police vendredi. Faux et usage de faux. Le notaire qui a tamponné votre document y est également nommé. Il a fait un demi-pas en arrière. Vous devrez rembourser l'intégralité des $280 000,
sinon vous ferez face à des accusations criminelles. La voix de Gérald est sortie rauque, presque un murmure. Tu enverrais ton propre père en prison. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Sans broncher. Vous avez signé un papier pour laisser votre propre fille mourir. La salle de réunion a retenu son souffle. Un enfant quelque part à l'arrière a posé une question à sa mère et a été rapidement réduit au silence. Je ne vous envoie nulle part, papa. Je vous donne une chance de réparer ça. C'est plus que ce que vous m'avez donné. Kesley a refermé sa mallette d'un léger clic. Les dossiers sont déjà auprès du tribunal, monsieur Thomas. Ce n'est pas une négociation. Gérald a regardé autour de la pièce une dernière fois. Je l'ai observé faire, la rotation lente, le visage. C'étaient des gens qu'il connaissait depuis des années, Jim Callahan, dont il avait réparé les tuyaux chaque hiver, Suzanne Merritt, qui lui apportait du café après chaque sermon, Robert Dill, l'autre diacre, qui s'était tenu à ses côtés à chaque collecte de fonds pendant une décennie. Ils l'ont tous regardé en retour. Aucun d'entre eux n'a détourné le regard, et aucun ne s'est dirigé vers lui. Gérald s'est assis, non pas sur une chaise, mais sur la table pliante la plus proche. Il a mis son visage dans ses mains. Robert s'est approché. Il a posé une main sur l'épaule de Gérald, ferme, pas tendre. Gérald, je pense que vous devriez partir. Gérald s'est levé. Il a marché vers la porte. Ses chaussures ne faisaient aucun bruit sur le linoléum. Sur le seuil, il s'est retourné et m'a regardé. Ses yeux étaient rouges. Sa bouche était ouverte comme s'il voulait dire quelque chose, une dernière phrase qui aurait eu l'impact de ses discours habituels. Rien n'est sorti. Il est parti. J'ai posé le microphone sur la table la plus proche. Mes mains étaient stables. Mes côtes me faisaient mal. Je m'en fichais. Je suis désolé d'avoir perturbé votre dimanche, ai-je dit à la pièce. Ma grand-mère, Lilian, aimait cette église. Elle aurait voulu que la vérité soit dite ici. Deux femmes se sont avancées et m'ont serré dans leurs bras. Un homme que je ne connaissais pas m'a serré la main sans un mot. Pat, qui était arrivé discrètement avant le service et se tenait près de la station de café pendant tout ce temps, a croisé mon regard de l'autre côté de la pièce et a hoché la tête fermement. Puis quelqu'un m'a touché le bras, une petite main usée. Je me suis retourné. Une femme âgée, cheveux blancs, cardigan, lunettes sur une chaîne autour de son cou. Je suis Doris Brennan, a-t-elle dit. Votre grand-mère et moi nous asseyons ensemble chaque dimanche pendant 20 ans. J'ai hoché la tête. Je ne faisais pas confiance à ma voix. Elle me parlait de vous chaque semaine. Elle était si fière de vous, Wendy. Elle ne s'arrêtait jamais de parler de vous. J'avais passé toute ma vie à penser que j'étais invisible à cet endroit, que personne dans le monde de mon père ne m'avait jamais vu. Lilian s'était assuré que ce n'était pas vrai. En 24 heures, tout ce que Gérald Thomas avait construit s'est effondré. La banque a gelé l'hypothèque le lundi matin. Un avocat du service des fraudes du prêteur a appelé Kesley avant midi. Le titre de propriété a été signalé comme contesté. Le prêt a été suspendu. Gérald n'a pas pu accéder au fonds. Il n'a pas pu refinancer. Il n'a pas pu vendre. Les 280 000 $ qu'il avait déjà dépensés étaient partis, et la dette était maintenant la sienne, seule, non garantie. Le tribunal du comté a accepté la requête de Kesley visant à annuler le transfert d'actes. Gérald a été signifié d'une assignation à son domicile cet après-midi-là. Un huissier a frappé à sa porte à 15h15. Son voisin prenait le courrier et a tout vu. La police a ouvert une enquête formelle sur le faux et la fraude. Le notaire, Karl, a été nommé dans le rapport. Le mardi, Karl avait engagé son propre avocat et coopérait avec les enquêteurs. Gérald était seul. La nouvelle a circulé dans l'église plus vite que n'importe quel sermon. Gérald a été prié de démissionner de son poste de diacre par un vote unanime du conseil, le mardi soir. Robert Dill l'a appelé personnellement. Gérald n'a pas discuté. Il ne s'est pas présenté à la réunion. Ses clients en plomberie ont commencé à appeler. 3 le lundi, 5 de plus le mercredi. La plupart d'entre eux étaient des membres de l'église. L'un d'eux, Jim Callahan, lui a envoyé un simple SMS, « Ne reviens plus jamais chez moi ». Gérald m'a appelé à 22h ce soir-là. J'ai répondu. « Tu m'as détruit », a-t-il dit.
Sa voix était plate, vidée. Non, papa. Tu t'es détruit toi-même. J'ai juste cessé de te couvrir. Il a raccroché. Il a ensuite appelé Meredith. Elle n'a pas décroché. Une autre chose est apparue cette semaine-là. Kesley l'a découverte lors d'une vérification de routine de mes dossiers. 3 ans plus tôt, Gérald avait changé le bénéficiaire de ma police d'assurance vie, de Déborah à lui-même. Ma signature figurait sur le formulaire. Je ne l'avais jamais signé. Il avait un plan pour chaque version de ma mort, et aucune d'elles n'incluait de me sauver. Meredith a appelé 3 jours plus tard. J'étais assise sur le canapé de Déborah, une bouillotte sur les côtes, une tasse de thé qui refroidissait sur la table. Mon téléphone a vibré, son nom sur l'écran. J'ai attendu 2 sonneries complètes avant de décrocher. Wendy. Sa voix était rauque. Elle avait pleuré. Je dois dire quelque chose. Alors dis-le. Je savais pour l'ordre de non-réanimation. J'étais dans la salle d'attente quand papa est allé parler au médecin. Il m'a dit ce qu'il allait faire. Je ne l'ai pas arrêté. Je n'ai rien dit. J'ai laissé le silence faire ce que le silence fait. Et la maison, je savais pour ça aussi. Il m'a promis 85 000 $ si je me taisais. Es-tu têtu? Oui. Pendant que j'étais dans le coma. Oui. Sa voix s'est brisée. J'avais peur de lui, Wendy. J'ai toujours eu peur de lui. Je sais que ce n'est pas une excuse. Non, ça ne l'est pas. Elle pleurait maintenant, à gros sanglots, comme elle le faisait quand nous étions enfants. Désordonnée, bruyante, incontrôlable. Je me souvenais de ce son. Avant, ça me donnait envie de réparer les choses pour elle. Je ne te demande pas de me pardonner, a-t-elle dit. Je sais que je ne le mérite pas. Tu as raison. Tu ne le mérites pas. Pas pour l'instant. Une longue pause. Je pouvais l'entendre respirer, haletante, faible. Mais je ne vais pas faire comme si tu n'existais pas, Meredith. Si tu veux reconstruire quelque chose avec moi, pas avec l'argent de papa, tu sais où me trouver. Elle n'a rien dit pendant un moment. Puis, doucement, grand-mère Lilian m'a aussi envoyé une lettre. Je me suis redressé. Elle a écrit « Je t'aime, Meredith, mais tu ressembles trop à ton père. Choisis différemment. » La ligne est devenue silencieuse. « L'as-tu fait ?» ai-je demandé. « Choisir différemment ?» Elle n'a pas répondu. Parce que nous savions toutes les deux. Le pardon n'est pas quelque chose que je dois à quiconque. Mais la porte n'est pas verrouillée. Elle est juste fermée. Il faudra qu'elle frappe. 1 mois plus tard, l'acte de propriété de la maison de Lilian était de nouveau à mon nom. Le tribunal a annulé le transfert un mercredi. Kesley m'a appelé à 10 h du matin pour m'annoncer la décision. Je l'ai remercié. Il m'a dit « Remerciez votre grand-mère ». Puis il a fait une pause et a ajouté « Elle aurait adoré vous voir dans cette salle de réunion ». Gérald a fait face à des accusations criminelles, faux et usage de faux au 3e degré, fraude hypothécaire. Son avocat lui a conseillé un accord de plaidoyer, probation, restitution intégrale, pas de prison s'il coopérait. Gérald a accepté. Il n'avait pas le choix. Les preuves étaient accablantes, et Karl, le notaire, avait déjà tout dit aux enquêteurs. Gérald a vendu sa maison pour couvrir la dette. Ce n'était pas suffisant. Le solde restant le suivrait pendant des années. Il a déménagé chez son frère à Allentown. J'ai appris cela par Meredith, qui l'avait entendu d'un cousin. Je ne l'ai pas vérifié. Je n'en avais pas besoin. Meredith a perdu 2 mandats immobiliers de membre de l'Église. Elle n'a pas perdu sa licence. Elle n'a pas été accusée. Elle n'avait signé aucun document. Mais les gens se sont souvenus. Les gens se souviennent toujours. J'ai repris le travail à temps partiel au début. Pat a réorganisé l'emploi du temps, de sorte que je ne ferai que des services de jour pendant les 2 premiers mois. Elle n'en a pas fait tout un plat. Elle m'a juste remis la nouvelle rotation et a dit « Bon retour, Thomas ». Un samedi fin octobre, je suis allé à Norristown. Je me suis garé sur Elm Street. J'ai marché jusqu'à la maison en briques avec la balançoire de porche qui grince et le jardin qui avait un peu trop poussé. J'ai tourné la clé dans la porte d'entrée,
ma clé, dans ma porte, et je suis entré. Lavande. C'est ce que j'ai senti en premier. Les sachets de lavande de Lilian, rangés dans chaque tiroir et placard. Le parfum d'une femme qui avait tout prévu. Sa photo était sur la cheminée. Nous deux sur la balançoire du porche, plissant les yeux au soleil. Je ne me souviens plus qui l'avait prise. Je me suis assise dans son rocking chair. Je n'ai pas allumé la télévision. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. Je me suis juste assise. Pour la première fois, j'étais dans une maison qui était la mienne. Non pas parce que j'avais obtenu l'approbation de qui que ce soit, mais parce que quelqu'un m'avait assez aimé pour s'assurer que j'irais bien. J'avais l'habitude de croire qu'être une bonne fille signifiait absorber tout ce que ma famille me lançait. Chaque insulte, chaque tentative de culpabilisation, chaque fois que mon père me rappelait ce que je lui avais coûté, j'encaissais tout et je disais « merci ». Parce que je pensais que c'était ce que l'amour exigeait, le silence, la gratitude, l'obéissance. J'avais tort. Fixer une limite n'est pas une vengeance, c'est une survie. Et parfois, la survie ressemble à un homme discret en costume gris, une pile de papiers notariés, et le courage de se tenir devant 120 personnes et de dire « c'est ce qui s'est réellement passé ». Je ne l'ai pas mon père. Le haïr signifierait qu'il contrôle toujours ce que je ressens. Il ne le fait pas. Plus maintenant. C'est un homme qui a fait des choix terribles, poussé par des dettes qu'il était trop fier d'admettre et une dépendance qu'il avait trop honte d'affronter. Cela n'excuse pas ce qu'il a fait. Mais cela explique pourquoi je n'ai plus besoin de porter son poids sur mes épaules. Si vous regardez ceci et que vous vous reconnaissez quelque part dans mon histoire ou dans la culpabilité, dans le silence, dans la conviction profonde que vous devez quelque chose à des gens qui vous ont fait du mal, je veux que vous entendiez ceci clairement, vous ne leur devez rien. Vous ne devez à personne votre santé. Vous ne devez à personne votre maison. Et vous ne devez certainement à personne votre vie. Ma grand-mère Lilian me l'a enseigné. Non pas avec des sermons, non pas avec des cris, mais avec une lettre, une maison et un avocat nommé Kesley. Je vais toujours à l'église, d'ailleurs. Une église différente, le même Dieu, une congrégation plus petite, un café plus convivial, et je m'assieds au premier rang. Non pas parce que j'ai besoin d'être vu, mais parce que j'ai fini de me cacher au fond. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la toute fin. Si l'histoire de Wendy a résonné en vous ou vous a rappelé quelqu'un que vous aimez, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi, quelle limite avez-vous fixée qui a changé votre vie? J'aimerais beaucoup entendre votre histoire. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, consultez la description. Il y en a une qui vous attend et avec laquelle, je pense, vous vous sentirez encore plus lié. Abonnez-vous et je vous verrai dans la prochaine.